Mais la jeunesse, ça pose aussi la question de la culture au sens large. On voit bien que c'est jamais un hasard, mais que Citoyenneté active, on est souvent sur des moments assez forts de l'actualité. La culture, aujourd'hui, ça devient même un enjeu stratégique international, le débat sur la culture, essentiellement. Mais c'est aussi au cœur des questions qu'on se pose quand on est en proximité des jeunes, qui sont dans leur isolement, et donc toute la question du lien. Donc ça paraissait important de demander à Charles Turgeman, on parlait du Césaire, on s'est rencontrés au Conseil économique et social quand c'était encore que Lorrain, sur la manière de penser la culture aujourd'hui. On le sait, ça a évolué, avec notamment la question aussi de l'accès à la culture. Et donc la question des droits, mais je crois que c'est un peu le sens de ton intervention. Donc je laisse tout de suite la parole de manière à ce qu'on ait du temps un peu pour échanger après. Tout le monde connaît Charles. Tu travailles beaucoup en ce moment au Luxembourg, c'est ça? Je viens du Luxembourg. Tu viens du Luxembourg? Non, j'ai fait une création. Ma dernière mise en scène, je l'ai créée au Luxembourg. Mais elle ne sera pas jouée qu'au Luxembourg, elle sera jouée ailleurs. Elle s'appelle Les Suppliantes. C'est une tragédie qui a été écrite il y a 2463 ans, exactement, par Échille. Voilà. Et c'est vraiment le texte d'Échille que nous jouons. Peut-être qu'on le donnera peut-être annoncé. Alors, Traduit. le texte est traduit, bien sûr. Non, je rassure tout. Il n'est pas en grec ancien. Alors, j'ai rédigé le texte parce que je voulais m'aventurer sur une présentation un peu spontanée. Et je me suis rendu compte que le sujet était quand même un peu complexe et j'ai préféré rédiger mon texte. Donc ne m'en veuillez pas, je vais tâcher de le lire avec raison, en mettant du temps. Tu nous autoriseras pour à le l'introduire sur le site. Pardon? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, l'impression qui domine en cette année 2026, puisque nous sommes encore en 2026, est celle pour moi, contrairement à ce que tu viens de dire, Gérard, non pas d'un intérêt grandissant pour les questions culturelles, mais bien au contraire, je crois qu'on assiste, depuis plusieurs années, mais cette année a été assez symptomatique à cet égard, qui est celle d'un déclassement politique de la culture. Souvenez-vous, pendant la pandémie, la culture n'a pas échappé à la relégation dans une zone non essentielle. La culture était jugée comme étant une activité non essentielle. Mais pendant que la culture subissait, à l'époque de la pandémie, ce déclassement politique, les GAFAM, alors je vais dire ce que c'est que les GAFAM. Les GAFAM, c'est l'acronyme pour G pour Google, A pour Apple, F pour Facebook, A pour Amazon, M pour Microsoft. Les GAFAM, donc, gonflaient leur chiffre d'affaires, ce qui les renforçait fortement dans le secteur culturel face aux États. Ce qui progresse donc, ce n'est pas tellement l'intérêt pour la culture, mais c'est l'intérêt vers le marché. On sait aujourd'hui, en ces temps post-pandémiques, c'est fini, qu'il faut du culot et beaucoup de charisme aux élus de la culture pour emporter le morceau. Les récentes élections municipales ont témoigné d'un vide inquiétant concernant la question culturelle. Est-ce que ça veut dire que la culture manque d'un récit, manque d'une épopée? L'affaiblissement de la culture comme objet politique, il est patent, soit par absence de la reconnaissance publique,
soit par l'extension du domaine privé ou le portage politique. On peut pourtant constater que la sauvegarde dont bénéficie quand même ce secteur, certes, ce sont les plus établis, mais déjà là, n'a guère d'équivalent ailleurs. Sans beaucoup d'amortisseurs, les coûts pleuvent en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Espagne ou en Italie. La France a ce mérite au moins d'avoir installé des amortisseurs qui permettent au monde culturel de fonctionner tout de même. Par contraste, donc, l'action politique publique à la française est notable dans la préservation, qu'il s'agisse des fonds d'urgence pendant le Covid, des aménagements de l'intermittence ou même des consignes données aux comptables. Au-delà de la préservation, on constate que les acteurs culturels eux-mêmes ont repolitisé leur propre destin dans les temps de crise que nous vivons, en tentant de se repenser dans ce contexte inédit et d'inventer de nouveaux outils pour donner un sens nouveau à leur action. Certes, ces horizons nouveaux ne datent pas d'aujourd'hui, mais ils sont le fruit d'une nouvelle conscience collective, d'une adaptation rendue nécessaire et de prétentions anciennes devenues intenables. La coopération, la participation, la sobriété écologique peuvent rebattre les cartes et ouvrir de nouvelles pistes. C'est de cela dont j'aimerais vous parler ce soir. Le titre, c'était les droits culturels. Donc, avant d'aborder la question précise des droits culturels, il faut donner un exemple extrêmement précis, histoire de savoir d'où nous venons et où nous en sommes. Avant les crises, qu'elles soient sociales, sanitaires ou internationales, notre pays offrait de nombreux équipements et événements de qualité qui n'auraient pu exister sans l'aide soutenue des interventions publiques. Il n'en reste pas moins que depuis 30 ans, on observe une courbe inquiétante, celle du sens perdu. Un mouvement qui conduit de 1945 à nos jours à donner tendanciellement congé au projet politique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lors de la reconstruction des démocraties et des États-providence, les politiques publiques en matière culturelle ont été au cœur des projets politiques globaux. Le préambule de la Constitution française l'affirme en 1946 et la Déclaration universelle des droits humains en 1948. Les droits culturels prenaient leur place dans le dessein d'une société et une époque nouvelle. C'était le temps de la réduction de toutes les inégalités. C'était le temps à venir de ce qu'on appelait les jours heureux, donc celui de la réduction de toutes les inégalités, celui de la justice sociale, de l'égalité. C'était le temps de la culture systématiquement associée à l'éducation. Le Conseil national de la résistance se donnait ainsi pour objectif, je cite, la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auraient la capacité requise pour les exercer et que ce soit ainsi promu une élite véritable, non de naissance, mais de mérite et constamment renouvelée par les apports populaires. Je ferme la citation du Conseil national de la résistance. C'était, par exemple, le temps de la construction des maisons des jeunes et de la culture, les MJC. Je cite aussi ce que disait le Conseil national. Nous voudrions qu'après quelques années, une maison d'école, au moins dans chaque ville ou village, soit devenue une maison de la culture, une maison de la jeune France, un foyer de la nation où les hommes ne cesseront plus d'aller, sûrs d'y trouver un cinéma, des spectacles, une bibliothèque, des journaux, des revues, des livres, de la joie, de la lumière. On sait qu'André Malraux était, lui, porteur d'une autre conception des maisons de la culture, préférant la centralité à la proximité. C'est dans ce contexte qu'il arrive en 1959 au ministère des Affaires culturelles. La France bascule à ce moment-là d'une société rurale à une société urbaine. C'est le moment de la décentralisation industrielle qui transforme les principales villes de France. Les groupes manufacturiers, particulièrement automobiles, quittent Paris pour s'installer à la périphérie des grandes villes. On embauche massivement des salariés peu qualifiés, des travailleurs immigrés, européens de l'Est et du Sud, ceux du Maghreb, de Turquie ou ceux de l'Afrique francophone. On urbanise rapidement pour les nouveaux arrivants.
et on urbanise en raison des terrains libres en périphérie sans prêter attention aux connexions avec les centres-villes. Comment établir des relations, on dirait aujourd'hui, de l'antre commun avec ces nouvelles habitations? C'est le temps des maisons de la culture, sorte de cathédrale de la culture qui participe de la structuration urbaine pour vivre ensemble des émotions partagées, pour partager ensemble, quelle que soit l'origine, l'âge, le sexe, la culture d'origine, leurs conditions. Comment alors faire partager les œuvres capitales de l'humanité et particulièrement française? 20 ans plus tard, à l'arrivée de Jack Lang, le choc pétrolier n'en finit pas de produire des effets destructeurs, notamment sur l'emploi. L'économie est entrée en récession. Les premiers à en pâtir sont les salariés les moins qualifiés, les OS, et en particulier les immigrés regroupés dans les U. La machine tournée à fond et désormais par les stigmatisations de l'extrême droite. Malraux avait pour préoccupation la cité. Jack Lang va devoir compter avec les cités, leur désespérante relégation. Quand Malraux n'avait aucune attention à la scène alternative des années 60, Lang va s'intéresser aux artistes de la scène du rock, de la techno, du rap, du design, de la mode. Était-ce dans le périmètre de l'action culturelle publique? Tout ce foisonnement joyeux, coloré, métissé, attentif à toutes les diversités, n'est pas lié sans polémique, n'est pas né sans polémique. Mais tout compte fait, les deux ministres avaient en commun la préoccupation du fait urbain. Une certaine permanence jusqu'à nos jours considérera que la mission des ministres de la Culture est de rendre, je cite, accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, une certaine préférence donnée à l'excellence. La permanence et l'héritage ont pris le pas sur le renouveau. La politique culturelle est probablement arrivée à la fin d'un cycle dont il faudra certes préserver les acquis. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, une floraison d'initiatives, d'inventions, en marge du modèle dominant, dessine de nouveaux paysages. Aujourd'hui, faut-il se contenter de sauver le modèle existant? Faut-il se limiter au secteur professionnel? N'est-ce pas le moment de redonner sens, notamment à partir des droits culturels? Au fond, peut-être revenir aux espoirs qu'avait fait naître la libération, c'est-à-dire changer de modèle. C'est ici qu'intervient la question des droits culturels. Dans la Déclaration des droits de l'homme, adoptée par l'ONU en 1948, on lit ceci. Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Je fais fin de citation. De nombreux textes législatifs nationaux et internationaux ont ensuite nourri cette définition des droits culturels entre 1950 et 2016. Ainsi, la déclaration de Fribourg, en Suisse, qui, en 2007, réaffirme que les droits culturels sont à l'égard des autres droits de l'homme une expression et une exigence de la dignité humaine. Ainsi, la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale votée en 2015, indique « La responsabilité culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels. » La culture entre dans une définition très riche et très ouverte, une définition anthropologique qui reflète les évolutions de la société, qui considère la culture comme constitutive de l'identité, ou plutôt des identités multiples de chaque individu. Bien sûr, il s'agit, et sans surprise, de reconnaître à tous le droit d'accéder aux œuvres artistiques et au patrimoine, mais aussi de reconnaître à chaque personne de nombreux autres droits. Le droit de découvrir, connaître et comprendre son histoire, ses traditions, et de disposer de la capacité de les critiquer. Le droit de choisir, développer et partager ses appartenances, ses affinités, ses pratiques culturelles dans le respect de celles des autres. De se former, transmettre ses connaissances et contribuer à leur évolution. Le droit de créer et d'être créatif, de participer à la vie culturelle et d'être associé démocratiquement aux décisions qui l'orientent. Les droits culturels prennent en compte chaque individu dans sa singularité. Pour les droits culturels, il n'y a pas de public, mais des personnes, chacune porteuse d'une culture
et qui vont en toute liberté à la rencontre de la culture des autres. Les droits culturels inscrivent comme centrale l'émancipation de l'individu par l'éducation, la formation, la connaissance et la participation citoyenne de chacun, à la reconnaissance et le respect de la diversité, de l'altérité et la dignité, avec une attention particulière aux plus vulnérables, car les personnes socialement fragiles sont aussi le plus souvent celles qui souffrent de pauvreté culturelle. Toutes ces valeurs éthiques venant contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Il s'agit, avec les droits culturels, d'une véritable évolution des politiques publiques de la culture qui conduisent de la démocratisation culturelle, celle fondée et développée par les ministres de la Culture Malraux puis Lang, à une véritable démocratie culturelle à laquelle chaque citoyen prend sa part, évolution donc, mais aussi changement de focale. Ce qui suppose un changement de pratique. Substituer à la culture du silo, on voit ce que c'est qu'un silo, un bâtiment enfermé, un travail en transversalité avec les autres politiques publiques, culture et sport, culture et santé. Les politiques publiques de la culture doivent affirmer leur attention aux évolutions sociétales et favoriser des programmations ouvertes à la diversité. Soutenir et renforcer les entreprises culturelles relevant du domaine de l'économie sociale et solidaire qui sont nombreuses. Tout ceci prendra beaucoup de temps, mais représente bel et bien une véritable révolution des mentalités et le véritable enjeu des politiques culturelles pour l'avenir. Vous avez bien compris, peut-être maintenant, que la philosophie des droits culturels tente à interroger les enjeux de la seule transmission d'œuvres légitimées par les experts pour faire culture, et que l'introduction des droits culturels sont là pour venir questionner cette logique descendante. Certains pourraient penser que les droits culturels favoriseraient le communautarisme. Viendrait-il renforcer le séparatisme? On peut répondre à cette objection que non, et que même c'est de l'inverse dont il s'agit, puisque les droits culturels considèrent que les droits de la personne et non ceux des communautés. Ils mettent l'accent sur les identités multiples qui constituent chacun et que chacun aspire à voir reconnus en toute liberté et en toute dignité. Ne pas reconnaître les droits culturels de chacun reviendrait de fait à renforcer les séparatismes. En matière de droits culturels, le maître mot n'est pas multiculturalisme, mais interculturalité. Les droits culturels favorisent-ils le relativisme culturel? Chacun pouvant revendiquer son droit à l'expression et l'exercer, n'y a-t-il pas là un risque de nivellement? Qu'est-ce qui distinguerait au prisme des droits culturels les expressions artistiques majeures, des pratiques des amateurs par exemple? Nous répondons qu'appliquer les droits culturels, c'est tout simplement prendre en compte et transcrire dans les politiques publiques la part de créativité dont chacun est porteur, qu'elle s'exprime par une création reconnue et célébrée, ou par une pratique artistique personnelle exercée en amateur, ou encore par une expression et une contribution innovante à la création d'un horizon culturel partagé. S'agit-il de déposséder les professionnels du secteur culturel de leur champ de compétences et de leurs prérogatives? Cette crainte expliquerait la résistance, parce qu'elle existe, la résistance des institutions culturelles à mettre en œuvre les droits culturels. Dans les faits, les droits culturels sont très peu connus des professionnels et les plus jeunes d'entre eux les mettent en œuvre, souvent de façon naturelle, sans y faire référence. Bien au contraire, ce changement de perspective vient renforcer les acteurs dans leur rôle. Elle leur permet d'échapper au diktat d'une approche purement quantitative de la fréquentation des lieux culturels à reconsidérer au profit de nouveaux critères d'évaluation. Les droits culturels menaceraient-ils l'indépendance des artistes? Là encore, non, car la liberté de création fait partie des droits culturels. Les artistes nous éclairent avec leur sensibilité propre sur nos sociétés et sur leur devenir. Leurs œuvres nous permettent de vivre plus complètement, plus intensément, plus librement. Les artistes peuvent accompagner d'autres personnes dans leur parcours d'émancipation, s'ils le souhaitent, mais ils y sont nullement contraints. La reconnaissance des droits culturels donne ainsi une assise réelle à la liberté de création et en particulier à celle des artistes. Oui, il est désormais important de s'ouvrir aux populations qui ne se reconnaissent pas dans l'ordre institutionnel, de permettre à tous les citoyens de n'être pas seulement spectateurs, mais acteurs de la culture de leur choix. Prendre part à la vie culturelle, c'est pouvoir agir et interagir sur la définition même de ce que la collectivité désigne
par culture. Nous sommes tous susceptibles de participer aux représentations symboliques du monde. En guise de conclusion, nous arrivons donc à la conclusion dont le paradoxe sera de refuser de conclure. L'idée qui porte à présent étant bien celle d'ouvrir un espace de dialogue approfondi avec celles et ceux qui souhaiteront soutenir cette nouvelle approche de l'art et de la culture que je viens d'esquisser. Bien sûr, ce futur devrait se faire principalement avec toutes les collectivités territoriales qui en exprimeront le désir et enfin avec tous les acteurs artistiques et culturels. Nous sommes bien ici à un endroit où il nous faut choisir de nouveaux chemins. Aujourd'hui, comme le constate l'écrivain et le philosophe Régis Debray, je cite, « La comptabilité des pratiques culturelles traduit l'obsession quantitative qui exhibe à tout propos les chiffres clés de la culture. » Fin de citation. Cette absorption de la culture par le quantitatif dilue les critères des politiques publiques et a pris la place des enjeux d'émancipation et des démocraties culturelles. L'avenir est d'évidence ailleurs. L'avenir, il est d'abord dans le volontarisme public. Nous savons quelle est la thérapie qui ouvrirait de nouvelles voies. C'est avant tout l'émancipation des consciences contre l'aliénation et la servitude volontaire. Les individus que nous sommes ne doivent pas être réduits à la seule consommation au terme de laquelle chacun est sommé de savoir se vendre. Après la marchandisation des services, c'est de notre propre marchandisation dont il est question. La culture est bien sûr cet horizon d'une liberté à reconquérir et dans ce large espace que représente la culture, la mise en pratique des droits culturels sans démagogie serait un acte de confiance fait à l'intelligence collective et à la capacité des publics à accepter d'être surpris et ouverts par des formes inédites et exigeantes. Il est temps de construire des espaces nouveaux, non pas pour s'isoler, non pas pour être divertis, non pas pour tourner le dos à notre monde abîmé, mais habiter ce monde autrement, pour l'élargir. Il est temps de nous mettre en quête d'espace pour installer sur Terre ce que l'on a rêvé pour elle et pour nous. Nous, qui signifie non pas tous ceux qui sont pareils à moi, mais nous qui dit ce que nous pouvons faire si nous nouons. Nous qui rassemble les solitudes, qui les met en commun, et nous renforce chacun. Écoutez Aragon, il lançait d'avance cet appel d'air. Je cite, « Un soir si beau que je vais croire jusqu'au bout dormir du sommeil de tes bras, dans le pays sans nom, sans éveil et sans rêve, le lieu de nous où toute chose se dénoue. » Oui, la piste du nous est à suivre, parce que rien ne nous oblige à vivre séparés, divisés. Oui, la mise en pratique des droits culturels, et je le répète, une mise en pratique sans démagogie, nous amène à élargir la démocratie, à élargir les imaginaires, à inventer de nouvelles écritures, de nouveaux liens, de nouvelles formes de travail, de nouvelles remobilisations de la pensée. Beaucoup de collectifs se sont déjà mis en marche qui disent cette impatience à être ensemble. Ce qu'elles nous disent, ces nouvelles énergies, qu'elles veulent, comme dit Victor Hugo dans Les Misérables, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Et comme il va nous falloir apprendre à occuper les ruines que les crises économiques, écologiques, sanitaires internationales vont laisser, cela ne peut se faire qu'à plusieurs, dans le respect des histoires communes, des langues communes, des habitudes communes, des cultures communes. Et pendant ces chantiers à venir, on devrait pouvoir alors ouvrir la cabane de chantier où chacun doit y être le bienvenu, praticien, habitant, voisin, curieux. Il existe aujourd'hui quantité d'appels à relier, à élargir les pratiques artistiques et culturelles pour qu'on ne dise plus « la culture, c'est pas pour moi », mais qu'on dise plutôt « la culture, ça se fait aussi avec toi ». Ne plus rougir de ce que l'on est, de son histoire, de ce que l'on rêve, de ce que l'on est prêt à partager, c'est l'espoir que porte la mise en pratique des droits culturels. Au fond, les choses sont assez simples, c'est revenir habiter parmi nous n'est pas si difficile que ça. Au fond, tout cela est affaire de tact, de désir d'écouter, de tendre la main, de tendre l'oreille, de faire un peu de place. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, ni d'être impératif et dogmatique. Les droits culturels ne conduisent pas à une autre politique culturelle, mais à son élargissement aux paroles non dites, aux invisibles, aux plus vulnérables, aux timides. En réalité, à nous toutes et tous.
je voulais vous donner un exemple. Alors je vais vous donner qu'un exemple que j'ai pratiqué moi-même. Lorsque je dirigeais le théâtre de la Manufacture, mais même avant que je dirige le théâtre de la Manufacture, lorsque j'étais enfant, je suis issu d'une famille extrêmement modeste et nous vivions dans un HLM. Et la chose que je supportais le moins, c'était que mes parents n'allaient pas au théâtre, n'allaient pas à l'opéra, ne lisaient pas de livres. Et je pense que toute l'action que j'ai pu mener après, enfin, tout le travail que j'ai pu faire en tant que metteur en scène et directeur de théâtre, c'est que je pensais systématiquement à mes parents en disant voilà, c'est eux qu'il faut que j'amène au théâtre. Et donc c'est à Nancy que, c'est pas une idée, c'est vraiment une exigence est venue. J'avais accueilli en résidence longue un écrivain que j'admire encore, qui s'appelle François Bon, qui a été à l'origine de beaucoup de passion pour les jeunes écrivains qui sont devenus moins jeunes maintenant, mais qui reconnaissent à cet écrivain son rôle majeur dans l'écriture contemporaine. Et je l'avais invité à être résident, enfin à être associé à l'équipe de la Manufacture, parce que c'est une chose qui manque cruellement dans toutes les institutions culturelles. Il y a plein de professions, il y a des secrétaires, il y a des techniciens, il y a des metteurs en scène, il y a des acteurs. Il n'y a pas d'auteur. Paradoxalement, l'auteur n'est pas convoqué comme étant permanent dans les lieux institutionnels, dans les lieux culturels institutionnels. Par exemple, Échille ne serait pas invité dans les centres dramatiques ou dans les théâtres à devenir résident dans ce même théâtre, alors qu'il pourrait apprendre énormément de choses à tout le monde. Donc François Bon, je l'ai invité à... Il est resté pendant 5 ans à travailler. J'ai mis en scène quasiment tous ses... Il n'était pas écrivain de théâtre. Je l'ai poussé à écrire pour le théâtre. Et la première pièce qu'il a écrite, que j'ai montée à Nancy, et que nous avons joué longtemps, qu'on a joué longtemps, notamment au Théâtre de la Colline à Paris, s'appelait C'était. Et c'était l'histoire d'une jeune femme, lui, avait une passion pour les ateliers d'écriture, c'est un peu devenu un peu le maître à penser des ateliers d'écriture. Il a écrit beaucoup de livres là-dessus et il en fait encore. Et il faisait des ateliers d'écriture pas loin de chez lui. Le texte s'appelait Camarade écrivain. Et elle lui demandait de s'intéresser à sa vie, enfin de voir que sa vie c'était de manger des yaourts périmés, de voir que sa vie c'était de s'occuper des enfants dans la précarité la plus absolue, la plus redoutable. Et cette jeune femme, 24 heures après avoir glissé ce texte, un camarade écrivain pour François Bon, s'est suicidée. Et François Bon a écrit un texte que j'ai mis en scène. Et l'histoire de cette jeune femme, j'avais demandé l'autorisation, il avait exigé que je demande à ses parents, à sa famille qui était de Montpellier. Donc j'avais passé 3 jours à Montpellier, j'ai rencontré toute sa famille. Et je voulais obtenir l'accord de sa famille pour pouvoir mettre en scène cette pièce et la rendre publique. Et donc, le profil de cette dame, ça m'a... évidemment, ça bouleverse votre vie, quoi. Et je venais de créer le Festival Passage et j'avais envie que des spectateurs qui n'étaient jamais venus au théâtre, ils viennent, parce que je pensais toujours à mes parents. Et j'étais allé voir pour ça... l'association, c'est pas une association caritative, c'est, pardon de l'oublier, pardon, Athénée Carmon, voilà, Athénée Carmon. Et on avait organisé exprès pour Athénée Carmon une représentation théâtrale pour les parents et les enfants. C'était un spectacle de rue. Ils étaient extrêmement nombreux. Il y avait 400 personnes qui étaient des gens qui n'étaient jamais allés au théâtre de leur vie. Jamais. Ce moment a été bien sûr il est bouleversant parce que le contact se fait et que évidemment il n'y avait aucun obstacle ni de compréhension, ni de bonheur, ni de plaisir à voir le spectacle qu'ils voyaient. Et c'est là qu'on a eu l'idée avec François Bon d'ouvrir un atelier d'écriture et de théâtre. À l'époque on appelait ça les RMistes. Donc ils étaient tenus, quand on faisait une demande de RMI, on était tenus auprès du département de faire une demande de formation dite de réinsertion. Et on avait proposé à Michel Dinet à l'époque d'ouvrir
un atelier de réinsertion via le théâtre et l'écriture, ce qui n'est pas courant du tout. On a eu 47 candidats. Ça aussi, ça nous a bouleversé de voir des gens, 47 personnes. On en sont restés 29. On a rencontré pendant 1 an, 2 fois par semaine. Ils ont écrit. Moi, j'ai monté leur texte après, qu'ils ont joué. On a joué ce texte à Nancy, bien sûr, d'abord, mais aussi au Festival d'Avignon. Ils l'ont joué 3 fois au Festival d'Avignon. Et cette expérience, elle a été... c'est elle peut-être centralement qui m'a conduite à m'interroger sur la question des droits culturels et de la vie culturelle globalement, et de ceux qui en profitent et de ceux qui n'en profitent jamais. Jamais. C'était leur cas. Et pendant cette formation, il y a une jeune femme, qui n'était pas toute jeune, mais une femme qui s'est passionnée pour cet atelier, qui a écrit 2 livres sur cet atelier, les ateliers d'écriture, qui est devenue responsable des ateliers d'écriture nationale à Athénée Carmont. Et il y a eu comme ça, dans les gens qui travaillaient avec nous, je me souviens très bien d'un garçon qui s'appelait Guy, qui avait presque plus de dents, il n'arrivait même plus à parler, parce qu'il était honteux d'avoir des dents abîmées, parce qu'il ne pouvait pas les soigner. Il avait tout le temps la main devant, et il s'était refusé à jouer le texte qu'il avait écrit. Et puis, tout doucement, il est venu et il a joué. Il est devenu responsable des espaces verts à Metz. Il disposait d'une voiture de fonction. Et il y a eu comme ça des histoires absolument incroyables qu'on a pu exercer. Alors je ne voulais pas que le Centre dramatique national multiplie ces ateliers. Pour nous, c'était comme un atelier de recherche qu'on a poursuivi avec 80 sans-abri. On est allé radicalement dans la vulnérabilité la plus absolue. Donc, je peux vous dire où sont les lieux principaux de rencontre des sans-abri de Nancy, parce qu'on les faisait, on mangeait avec eux, on ne dormait pas avec eux, mais on a su où ils pouvaient dormir, et avec eux aussi. Avec eux aussi, ils ont écrit un livre qu'on a publié, qui a été vendu par les sans-abri, et je me rappellerai aussi toute ma vie de cette sans-abri qui était militant de la CGT, qui avait perdu son métier, sa femme, qui avait tout perdu, qui était dans la rue. Et il avait réussi à vendre 78 livres. 78 livres à lui tout seul. Et donc je le vois un jour au théâtre et je lui dis, écoute, il faut que je te donne les 30% qui te reviennent, c'est ce que touche une librairie. Et bien sûr, mais il a refusé radicalement, il s'est senti insulté quand je lui ai parlé d'argent. Et donc on a pu mesurer par ces 2 ateliers, tant avec les RMistes qu'avec les sans-abri, que ceux qui sont relégués dans ces territoires sans aucune fréquentation de la culture, c'est pas possible de les laisser sur la route, c'est pas possible. Et c'est ce qui m'a amené, moi, à réfléchir à cette question des droits culturels, parce qu'on a tendance, moi le premier certainement, j'ai eu cette tendance-là, souvent, pour les responsables d'institutions, les artistes, à vouloir faire des choses pour le public. Mais je pense qu'il faut changer notre fusil d'épaule. Il ne faut pas les faire pour, il faut les faire avec. Et ça change tout. Ça change votre vie, ça donne un sens à votre vie, et ça change aussi beaucoup de paradigmes qui concernent les financements de la culture. Moi, les droits culturels ne sont pas là pour proposer de nouveaux budgets et dire on va enlever de l'argent à, je sais pas quoi, à l'opéra. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est pas du tout d'inverser le modèle pour un autre modèle, mais c'est en tout cas d'ouvrir. C'est une nécessité absolue aujourd'hui. On voit bien à quel vote on se prépare en 2027, enfin, les horizons les plus noirs qui nous attendent. Et moi, ma tristesse la plus grande, c'est de ne pas entendre les hommes politiques considérer que la culture, c'est le pilier. C'est un des piliers pour changer le monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Arthur Rimbaud. Et il a changé le monde, Arthur Rimbaud. Il a changé la vie et le monde en écrivant des poèmes. Et Victor Hugo, enfin, et tous les écrivains, et tous les peintres, et compagnie. Donc, mais on a besoin de s'associer de plus en plus à ce qu'on appelle le public, les consommateurs. Il y a un moment, ça devient insupportable de penser qu'en termes de marketing à l'égard
à l'égard des personnes qui sont nos co-citoyens. Et voilà pourquoi quand Gérard m'a parlé d'intervenir ici, cette association qui est une magnifique appellation, et je me suis dit, tiens, je vais réfléchir à ce qui, moi, me fait beaucoup travailler, me fait intervenir dans toutes les structures possibles et imaginables, collectivités territoriales, syndicats, où il faut... Pour moi, c'est une question vitale pour la culture aussi, pas pour les budgets culturels. Il y a un moment où on doit aussi nous-mêmes, les gens qui travaillent dans ce secteur, abandonner la sempiternelle revendication de plus d'argent. Parce que c'est ce qui motive la plupart de nos combats. Au bout d'un moment, dès qu'il y a des problèmes, c'est ben oui, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est parce que, bien sûr qu'il faut de l'argent. On ne peut pas s'en passer et d'être public. D'ailleurs, la réflexion, le mot service public, elle pose une vraie question pour la culture. La culture n'est pas un service public. Un service public, c'est la SNCF, c'est la santé, et c'est pas reconnu comme tel. On n'est pas du tout un service public. Donc on a vraiment besoin d'ouvrir un peu, amener de nouveaux imaginaires, et voilà, je suis devenu maintenant une sorte de militant des droits culturels. Alors je peux le faire auprès de mes camarades syndiqués ou ailleurs. D'ailleurs, c'est pas toujours très bien reçu par les institutions. Parce que ce que je viens de dire peut être pris comme étant on va niveler le niveau, on va rabaisser le niveau. Je ne crois pas à ça, c'est une fable absurde. Je ne crois pas à ça du tout. Relever le niveau de l'humain, c'est pas rabaisser le niveau des œuvres d'art. Ben, c'est pas possible. Les artistes doivent comprendre ça. C'est une aberration de penser que les droits culturels sont là pour niveler, à rabaisser le niveau. Dernier exemple, et puis j'en aurai fini. Je vous ai parlé des suppliantes d'Échille que je viens de monter, et je l'ai monté parce que je ne savais pas comment représenter le chœur. Dans cette tragédie, il y a un chœur constitué de 50 personnes, puisque c'est 50 jeunes filles qui fuient les rives du Nil pour demander l'asile à Argos, qui est la plus vieille cité grecque, et donc la pièce pose deux questions majeures. Il y a 2463 ans. Vraiment, il faut se remettre ça en perspective. C'est la brutalité des mâles, puisque c'est leurs 50 cousins qui veulent les épouser fortes, c'est le refus de l'inceste, bien que dans certaines sociétés, on considère encore aujourd'hui qu'être cousin, c'est pas un inceste. Et puis, c'est l'accueil. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit accueillir des gens qui vous demandent l'accueil, qui vous disent « je suis en danger de mort ». C'est ce que disent les 50 jeunes filles. Elles disent « si vous ne nous accueillez pas, on se pendra ». Et la magnifique réponse du roi d'Argos, c'est de dire « je refuse cette souillure ». Chez les Grecs anciens, la mort était une véritable souillure. Donc se tuer dans un temple grec, c'était pour le roi d'Argos, c'est insoutenable. Et le roi leur demande, leur dit « mais au nom de quoi ? Je ne connais pas les lois de votre pays, je ne veux pas bousculer, je ne veux pas perturber la culture de votre pays. » Et les filles ont cette réponse, enfin c'est Échille, et c'est les filles en l'occurrence, ont cette réponse magistrale: tuer l'avant-garde de la justice. Donc il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions qui contredisent ce que le droit peut avoir établi comme étant une chose définitive. Et donc pour représenter le chœur, j'avais cette idée d'avoir des non-professionnels. Je les ai trouvés, j'ai trouvé 12 jeunes filles dans un quartier dit de la ville, politique de la ville à Tomblaine, 12 jeunes filles formidables, qui n'avaient jamais fait le théâtre de leur vie. Des filles de toutes les couleurs, blanches, marron, noires, dont les parents venaient de pays étrangers. Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez envie de faire ça? Puisqu'il fallait travailler, faire un film, et il fallait être ponctuel, il fallait vraiment travailler. Et une des plus jeunes, au nom de toutes, m'a dit « solidarité de femmes ». Et je n'ai pas oublié ça parce que 2463, la pièce est écrite, et cette jeune fille de 2026 nous dit « je suis solidaire avec ces femmes-là ». Et ça,
Oui, c'est les droits culturels qui m'ont permis, puisque je n'ai pas respecté le cahier des charges. Il y a 12 jeunes filles qui sont bénévoles, qui ont accepté de jouer le chœur, elles sont admirables, elles sont vraiment admirables dans le spectacle. Et voilà, je sais que même moi, en tant qu'artiste, je leur dois beaucoup. Et je dois beaucoup à des gens qui parfois ne sont pas professionnels. Et alors, elles sont vivantes. Et je ne vois pas en quoi on serait tenu d'être tout le temps dans l'excellence. Et par exemple, ça c'est Malraux qui le disait, c'est l'accès à tous de la culture française. C'est Malraux qui le dit. C'est les grands auteurs français. C'est Jacques Lang qui va un petit peu bousculer les choses en disant non, peut-être pas que français. Et c'est peut-être nous maintenant qui devons dire mais non, il n'y a pas que la langue française. Nous avons beaucoup de choses à partager avec tous ceux qui vivent autour de nous, avec nous, dans ce pays. Et voilà, je vous l'ai assez dit. Ça va. Vous avez beaucoup d'excuses aujourd'hui, notamment la présidente du conseil départemental et le maire de Nancy. Je crois qu'il est en Ukraine. Mais on fera circuler le texte, on va le mettre sur le site. Et je pense qu'on adressera aussi, on fera circuler. En tout cas, ça correspond complètement. Les toutes premières années de citoyenneté active, on a fait 3 jours sur la culture à Villiers-les-Nancy. Et on se disait que ce serait une initiative qu'il faudrait qu'on reprenne. Notamment, il y a beaucoup de demandes dans la culture vivante de gens qui trouvent qu'ils n'ont pas forcément toute leur place, etc. Donc on va y penser. Bon, s'il y a des remarques, des interventions. Oui, moi je me permets de prendre la parole au nom de Citoyenneté Active. Votre propos était tout à fait intéressant sur cette place de la culture, mais j'ai envie de dire que le théâtre, c'est aussi ce sourire par rapport à l'imposition que la vie fait sur les gens, et que le théâtre, c'est prendre cette distance par rapport à ce que la vie impose. Et je pense par exemple à ce qu'on essaye de faire avec les petits loulous, qu'on appelle les ambassadeurs, avec les comités des enfants qui représentent les mairies. Et on a beaucoup travaillé sur le harcèlement, et en fait, de pouvoir mettre en place des scènes de théâtre, c'est voilà, je fais un pas de côté par rapport à ce que je vis, et je suis en analyse de ma propre citoyenneté et de ce que je suis obligée de subir. Et là, le théâtre est absolument merveilleux, parce que ça, c'est le sourire par rapport à ce qui est imposé à la vie et ce qu'on peut découvrir de la vie. Je sourire, mais on peut aussi crier au théâtre. Ah oui, il faut. Quelqu'un veut. Enfin, merci. On se connaissait, mais il y a très très longtemps. Sur Lunéville, on a utilisé effectivement, pas le théâtre, mais plutôt des scénettes sur les préjugés et qui sont véhiculés dans nos croyances, dans toutes les formes de croyances. Et c'est vraiment quelque chose au niveau des élèves qui a beaucoup fonctionné depuis plusieurs années qu'on le fait, pratiquement dès qu'on a monté les semaines d'éducation contre le racisme. Et c'est vraiment, effectivement, mais je reviendrai sur quelque chose qui est soulevé dans ton propos, c'était de dire qu'il faut une thérapie. Oui, il faut une thérapie collective en termes de citoyenneté, en termes d'éducation populaire. Je crois qu'on a perdu le fil un peu de l'éducation populaire, et que si on revient des droits à la culture, ça me paraît une piste intéressante, surtout sur la question de l'interculturalité. Parce que actuellement, on a un retour sur les identités. 2027 est vrai, ça approche rapidement, et je pense qu'on a intérêt effectivement
à mobiliser toutes les consciences qui peuvent, justement, à travers les scènes, produire autre chose que ce qui nous attend. Voilà. Merci en tous les cas. Oui, d'un mot, c'est un temps très compliqué d'intervenir après vous, parce que ce document-là, vous pouvez vous placer au même titre que le ministre de la Culture actuellement. Hein. Bon, vous êtes peut-être candidat, mais il va falloir serrer les coudes. Non, simplement, par rapport au théâtre, puisque moi j'étais un jeune participant du théâtre universitaire, j'étais bénévole à l'époque, avec Jacques Lang, j'ai bien connu, que je connais toujours bien d'ailleurs. Il vaut ce qu'il vaut, mais enfin il a au moins des qualités, il n'a pas que des défauts. Mais c'est parce que j'ai fait toute ma carrière de prof en communication artistique et dans des lycées professionnels. Et mon engagement politique, il est venu de là. Il est venu de la rencontre entre une société que j'ignorais presque en tant que petit bourgeois. Et ça fait véritablement un choc quand vous exprimez presque normalement sans utiliser des mots trop difficiles, ils ne comprennent pas. Si bien que quand vous commencez un cours gentil, essayez le plus pragmatique, le plus simple possible en utilisant le bon mot, de temps en temps vous êtes obligé de vous arrêter pour dire là ils n'ont pas compris. C'est une vraie gymnastique pour moi. Et quand vous leviez la main, parce que les jeunes, ils n'osent pas dire quand ils n'ont pas compris. Alors que c'est un signe d'intelligence quand on ne comprend pas et qu'on demande des explications. Mais donc je leur expliquais bien évidemment, les choses évoluaient. Et là on se rend compte que leur niveau de langage est extrêmement faible, y compris pour des gamins qui ont 12, 13, 14, 15 ans, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, et que plus ils vieillissent, plus ils se rendent compte qu'ils ont du mal à s'exprimer, et moins ils s'expriment. Après, ça se traduit par la violence, ça se traduit par tout ce qu'on peut rencontrer dans nos sociétés. Et je pense que, ben là je vais faire une pirouette, parce que ça ne va pas être gentil, mais si comme je disais, le Pinard devait être obligatoire, je pense que le théâtre serait, moi j'ai essayé de prêcher dans les lycées professionnels, ça n'a jamais fonctionné, mais devrait être obligatoire d'avoir des séquences obligatoires dans le cursus scolaire, quel que soit alors, si c'est des petits, des moyens ou des grands, parce que ça permet de s'exprimer, ça permet de se lâcher, et les expériences que vous avez vécues, comme d'autres aussi ont pu vivre, montrent à l'évidence qu'on a servi à quelque chose. Bien. J'ai juste une expérience. Je suis au musée d'Orsay et c'est joli quoi. Je veux dire, la verrière. Et puis je m'apprête à rentrer dans un endroit qui va être super et dont je me régale à l'avance. Et quand on entre dans le musée d'Orsay, à l'intérieur il y a des marches. Et devant moi, j'ai une classe avec des collégiens, futurs lycéens. Ils sont tous assis sur les marches et ils ont tous leur portable. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on a loupé? C'est tout. C'était juste une réflexion. Et puis, je voulais vous renvoyer sur quelque chose d'autre que j'ai vécu aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, une vingtaine d'années, je faisais partie, je suis enseignante, je faisais partie de ce qu'on appelait le cirque éducatif. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le cirque éducatif, c'était une association qui s'était implantée à Reims, et puis dans le Nord. Et sa vocation était une fois par an, de réunir des artistes, et ça avait vraiment une stature de très très beau cirque. On avait une subvention de Reims, et à un moment donné, ça s'est arrêté, tout simplement parce qu'on a été confronté avec ce qu'on appelle les cirques modernes. Et donc ce cirque traditionnel qui arrivait à faire participer des écoliers de toutes sortes et qui amenait vers lui des familles populaires ou moins populaires, d'un seul coup il s'est écroulé. Et là je me suis dit, qu'est-ce qu'on va encore louper quoi. Voilà, deux ratages que j'ai pas trop bien compris. Bon, peut-être vous pouvez m'aider à les comprendre. Vous êtes bien les comprendre, mais une dernière petite histoire. Ma femme était enseignante et un jour elle me demande, elle enseignait dans un collège des classes de 4e, 5e, 4e.
et troisième, je crois. Et elle me dit, ah, j'aimerais bien faire quelque chose avec mes élèves. Et moi, j'avais jamais travaillé avec des élèves, enfin, j'avais jamais fait de théâtre. Et puis, ça, bon, je me dis, c'était un territoire nouveau, essayons. Donc, j'ai travaillé pendant un an, enfin un an l'année scolaire, mais je les voyais beaucoup. Et on a fait une adaptation de... Attendez, ce roman terrifiant, Poil de carotte. C'est vraiment un roman terrible, Poil de carotte. Je pense que c'est un roman terrifiant, quoi. Les rapports de Poil de carotte et sa maman, c'est quand même quelque chose, quoi. Et donc il a fallu que... je ne peux pas vous raconter le spectacle, ça parle du roman, mais ça parle de l'histoire. Mais on a donc distribué des rôles, on a dit à des comédiens, enfin aux enfants, toi tu vas faire ça. Et puis parmi les Monsieur Lepic, Monsieur Lepic c'est un brave... on a l'impression que c'est le plus gentil, fait que la maman c'est la méchante, et que lui il est vraiment très gentil. Il emmène Poil de carotte à la chasse, il lui apprend plein de choses. Et il ne le console pas d'ailleurs, des brutalités de la maman. Mais il y a une petite dose d'humanité quand même plus forte chez lui. Et puis je choisis spontanément je ne savais pas, il y a un petit garçon qui était là, il devait avoir 12-13 ans, mais il avait l'air très timide d'ailleurs, il ne parlait pas beaucoup. Et puis je lui dis, toi tu vas faire Monsieur Lepic, un des Lepic, puisqu'il y avait plusieurs des Lepic. Et puis en répétant, je me rends compte que ce garçon bégayait de façon hyper impressionnante, quoi. Il bégayait, il n'arrivait pas à lire le texte. Alors moi j'ai fait comme s'il ne bégayait pas, je n'ai pas fait de remarque, hein. Je continue à travailler sur le texte et tout et tout. Et croyez-le ou pas, mais ça c'est quand même certaines vertus du théâtre quand même incroyable, c'est qu'il a joué, Monsieur Lepic. Ses parents étaient là, bien sûr. On a joué le spectacle 10 fois, ce qui est beaucoup pour un spectacle scolaire. Mais comme on avait travaillé beaucoup, il y a eu beaucoup de public, ils ont joué longtemps. Et les parents sont voir, ils m'ont dit, attendez, c'est incroyable, qu'est-ce que vous avez fait? Notre fils ne bégaye pas. J'ai commencé à ne bégaye pas. Et je me suis dit, non, j'ai fait comme si je ne me rendais pas compte qu'il bégayait. J'ai dit, non, il ne bégaye pas. La preuve, vous avez vu, dans Monsieur Lepic, il est absolument parfait. Il dit, oui, mais dans la vie, il bégayait. Je lui dis, mais est-ce que maintenant, il bégaye toujours dans la vie? Et on dit non. C'est incroyable. Alors, est-ce que le théâtre, c'est une thérapie? Peut-être que pour certains, c'est une thérapie. En tout cas, pour lui, ça l'a été. Et c'est vrai que quand on travaille avec, alors pour le coup, là, c'était des enfants, parce que j'ai fait une autre expérience avec des enfants de maternelle. Je suis allé piocher les paroles d'enfants de maternelle. La maîtresse était d'accord, donc j'ai pu le faire. Et notamment, je les interrogeais sur leurs parents. Je ne posais pas de questions sur l'intimité des parents, mais c'était clair, je leur posais des questions sur c'était une réflexion que je voulais faire sur la violence, quoi, la brutalité, la violence. Et les gosses, spontanément, ils avaient 3-4 ans, spontanément, ils parlaient des disputes de leurs parents. Bon, alors moi, je les encourageais pas. J'écoutais, mais comme ça me faisait rire, eux, ils m'en racontaient de plus en plus. Je me rappelle toujours de ce petit garçon qui me dit, moi, mon papa, quand il n'est pas content, il va au grenier et il saute sur un lit. C'est-à-dire que les mots, ils ont une façon de fabriquer ou de refabriquer le réel. Ils n'ont pas tous les mots encore, ils ne possèdent pas une maîtrise absolue de la langue, mais en même temps, ils ont une maîtrise absolue des images. Et pour moi, c'était super riche de les entendre, parce que chaque fois, c'était à base d'images. Tout petit, il disait... Qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, il y en a un qui m'a dit un truc incroyable aussi. Mon père, quand il n'est pas content, il met une saucisse à chauffer, puis il met la saucisse sur son nez. C'est incroyable. Et alors, il m'a raconté des histoires tellement géniales que moi, j'ai monté une pièce sur le couple. Donc, je suis allé chercher de la documentation dans l'imaginaire des enfants. Et quand je racontais ça aux acteurs, je dis, tiens, mais je vais pas essayer de mettre une saucisse sur le nez. Je dis, non, pas mettre une saucisse sur le nez. Et ça n'a aucun rapport. Et en même temps, ils m'ont nourri énormément, quoi. Donc, quand on a des publics qui ne sont pas professionnels, je sais pas, c'est des choses qui affluent, qui sont incroyables, quoi. C'est des choses auxquelles vous ne pouvez pas penser, quoi. C'est dans ce sens que, alors bien sûr,
Bien sûr qu'il faut que les enfants ils écoutent Victor Hugo, et qu'ils apprennent Victor Hugo par cœur. Bien sûr qu'il faut que les programmes maintiennent l'excellence des écrivains, des poètes et compagnie. Mais si, comme vous le dites, vous avez dit, ça devrait être obligatoire, non le théâtre. Il y a un sketch formidable de Karl Valentin, auteur allemand de juste pile pendant la guerre des années 30 allemand, qui a écrit un sketch formidable où il veut rendre le théâtre obligatoire. Bon, ça marche pas, parce que c'est plein de situations cocasses qu'il évoque, mais on peut pas rendre le théâtre, je pense qu'on peut pas le rendre obligatoire. Par contre, voilà, je m'étonne que les élus de la République ne se soient pas insurgés contre la coupe des budgets nationaux, mais régionaux aussi parfois, et parfois municipaux, à l'égard de ces héros que sont les profs et de ces héros que sont les artistes qui vont dans les lycées, les collèges et les classes. Vous savez que le revenu moyen d'un artiste de théâtre, revenu moyen, c'est 509 € par mois. Donc, alors, je ne suis pas triste pour eux, c'est un métier qu'on a choisi, et c'est comme ça. Mais en même temps qu'on puisse réduire les budgets qui ont à voir avec l'éducation, et quand on sait que la musique, le théâtre, la peinture fabriquent des choses absolument formidables dans l'école, ça, je trouve ça indécent et indigne. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques il y en a un, je suis obligé de le dire, qui s'est élevé, c'est le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Voilà. Sur la culture, je l'ai entendu dire, pour moi, la culture, c'est le pilier de l'action politique. C'est incroyable. Ce type, il est arrivé dans les régions des Hauts-de-France, il a augmenté le budget de la culture de 40%. Les gens de la culture ne lui avaient pas demandé, mais c'est lui qui l'a augmenté. Donc il y a encore quelques hommes politiques qui prennent la culture comme étant un enjeu central, et il y en a quelques-uns. Mais j'ai été hyper choqué qu'à l'Assemblée nationale, il n'y ait pas eu de révolte contre la baisse des budgets en direction de l'enseignement artistique. Ça devrait être vraiment une priorité. Est-ce que les gosses, on le sait qu'ils adorent ça, quand on l'a un peu fait. On le sait qu'ils adorent ça. Et que ça provoque des choses formidables dans leur vie personnelle et dans leur vie collective. Mais c'est que la culture n'est pas perçue comme... Elle ne devient pas un enjeu politique, puisqu'elle ne permet pas peut-être de gagner des élections. Forcément, aujourd'hui, c'est peut-être même contre-productif de dire je suis favorable à l'augmentation du budget de la culture. C'est possible que ce soit contre-productif, parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, que c'est pas essentiel, que c'est que du divertissement, et qu'on peut trouver grâce aux écrans toute la culture qu'on veut. C'est pas vrai, rien ne remplace le rapport direct, vivant et humain avec les enfants, c'est évident. Non, mais soyez attentifs au prochain programme pour les candidats, pour aller voir s'ils en parlent. Peut-être mais Jamel, on a évoqué tout à l'heure qu'à la rentrée, là, on allait faire. Tu peux dire 2 mots du spectacle rapidement pour que les gens sachent. En 2 mots, le spectacle, je ne suis pas très bon en pitch, en résumé. Je sollicite souvent mes amis pour m'en faire un. Mais en 2 mots, ce seul en scène raconte eh bien, justement une rencontre entre 2 hommes radicalement opposés. L'un sort de prison, il a un langage plutôt rudimentaire, il est très limité sur le plan subjectif même de sa pensée, et il croise la route d'un professeur de français, latin, grec. Et il va se passer des choses assez invraisemblables au début. On a l'impression de participer à une rigolade, et on va cheminer dans le tréfonds de leurs âmes. Et alors je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je vais divulgacher l'intérêt de venir voir ce spectacle, mais c'est plein d'humanité, on joue avec les apparences et on réalise à la toute fin qu'on ne peut pas se passer de l'autre, de l'humanité qui a... Alors, ça se passe quand, Denis? La date reste à fixer, octobre-novembre. Octobre-novembre, si vous recevez tous site Acte Info,
la lettre électronique, ce sera. Et donc, c'est Thibault qui a écrit un livre sur le sociologue et le SDF, voilà, qui aussi organisera un petit débat après. Noart. Oui, c'est une toute petite question. J'aurais voulu, puisque les suppliantes, traitent de la question de l'accueil également, j'aimerais savoir comment ces 12 jeunes filles admirables et multicolores, apparemment, sont accueillies dans leur quartier ensuite et dans leur environnement de Tomblaine, après avoir joué et après avoir fréquenté un autre univers, s'il y a un retour sur cet aspect-là, ou pas. Ah oui, c'est un retour triomphal pour elles, parce qu'elles sont devenues un peu des stars. Et le maire de Tomblaine a eu cette initiative incroyable il a fait deux choses assez incroyables. C'est que d'abord c'est lui qui est allé, c'est l'homme politique là pour le coup, qui est allé au charbon, qui a fait le casting, qui m'a dit voilà, j'ai rencontré des filles, à toi de décider. Donc j'avais consacré 3 heures à chaque rencontre avec chaque fille, et après son jugement s'est révélé absolument juste. Il avait raison sur les 12 filles. Et alors il avait organisé une chose, bien avant, 6 mois avant que je fasse le spectacle, il a organisé une rencontre autour de cette initiative-là avec ces jeunes filles qui étaient là. Il y avait quand même 150 personnes dans sa commune qui sont venues pour écouter ce débat et cette rencontre. Bon, mais là, les filles, elles triomphaient parce qu'elles étaient... Alors, elles n'ont jamais joué aux actrices, c'est-à-dire elles n'ont pas fait... c'est comme si on était au Festival de Cannes, non, jamais. Elles ont gardé beaucoup de modestie sur leur participation parce que, en fait, on les a filmées pendant 4 jours. Elles étaient d'une concentration exemplaire, vraiment, super sérieuses. Elles arrivaient à l'heure. On avait prévu des costumes, elles avaient les costumes. Et on a filmé sur le plateau de Balzéville. Parce que le plateau de Balzéville, il a un avantage, c'est qu'il n'y a rien. Donc on avait besoin de rien. On avait besoin de voir ces filles. Elles avaient des robes blanches. Des robes blanches qu'on a trouvées dans un magasin, d'ailleurs, religieux musulman à Paris. Des très jolies robes blanches. Et j'étais accompagné d'une chorégraphe et d'une assistante et d'un réalisateur qui les filmait. Et on leur a demandé, on leur donnait des indications. On leur disait, ben voilà, là, vous allez courir, là, vous allez tomber, là, on va faire des portraits de vous, donc vous n'allez pas... On a fait des portraits d'elles. Le portrait, avec la caméra, il durait entre 5 et 8 minutes. C'est hyper long, 5-8 minutes. Contre un mur, elle ne bouge pas. Et on leur disait, elle me dit, oui, mais qu'est-ce que je fais comme... C'est quoi votre indication? Alors, parce qu'elles ont bien compris le fonctionnement. Alors je leur ai dit, écoutez, pensez que vous avez un souvenir hyper désagréable qui essaye de remonter en vous, mais vous n'avez pas envie qu'il revienne. Et alors il y en a une qui me regarde, donc on a filmé une et deux, puis la troisième vient, elle me dit, vous voulez qu'on pleure, monsieur? Je lui ai dit, non, moi je ne sais pas, si ça vous vient, mais non, je ne cherche rien, vous m'avez demandé un truc pour vous aider à rester immobile, et 8 minutes immobile, le visage immobile. Alors je leur ai demandé une chose après. Je leur disais, mais dès que vous en avez assez, je voudrais que vous essuyiez brutalement votre rouge à lèvres, parce qu'elles étaient tous hyper pomponnées, elles arrivaient, elles étaient élégantes, jolies comme tout. Et donc je leur ai dit, vous l'effacez du coup. Et on a gardé certaines de ces images. C'est-à-dire qu'on a filmé 6 heures par jour, donc on avait 24 heures, on avait beaucoup d'images. Et après, il y a un vidéaste, un artiste qui a travaillé sur le montage de ces images, parce qu'on a 6 écrans qui sont en scène, et donc on fait des surimpressions, on a truqué les choses, on a l'impression des fois qu'elles sont 1000 ou 100 alors qu'elles sont que 12. Il y en a une qui était étudiante à la fac de droit de Nancy en 4e année, maintenant elle est en 5e année, et elle est venue nous voir après, toute l'équipe, et elle nous a dit, je vais arrêter mes études de droit. Je lui ai dit, pourquoi vous allez vous arrêter? Inès, elle s'appelle. Non, je dis, Inès, tu ne vas pas arrêter tes études de droit. Elle dit, si, je veux faire ce métier. Maintenant, je veux faire ce... Mais elle était super sérieuse.
Alors on l'a revu 6 mois après, je dis Inès, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je fais ma maîtrise de droit. Je dis, bon, t'as raison, continue, fais ta maîtrise. C'est comme quand on dit à quelqu'un qui veut faire un métier artistique, on dit passe ton bac d'abord et on verra après. Mais j'avais envie de lui dire, si t'as envie, je lui ai dit d'ailleurs, si t'as envie, fais-le. Si c'est, oui, mais mes parents, ils seraient vachement contents. Bon, alors je dis encore plus, donc fais-le. Donc il y a eu, je ne sais pas si elle va en faire. Là, elle est en train de faire sa thèse quand même, donc je lui dis, allez, continue, parce que t'es vraiment trop doué, reste sur la question du droit. Et elle m'a dit quand même, je vais m'intéresser au droit international. Et je dis, c'est quoi le droit international? Ben, il dit, par exemple, quand il y a un couple qui veut divorcer, il y en a un qui est français, l'autre il est belge ou guinéen, et il faut adapter les lois, enfin discuter les lois. Ah, c'est génial ton truc. Donc elle avait gardé, elle, la question de l'accueil était primordiale. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la pièce d'Eschyle, le roi, qui est dérouté par la demande de l'accueil, parce qu'il dit, je ne veux pas mettre le soupe dans mon pays, moi, c'est très compliqué. Et il y a un moment, il ne sait plus comment leur expliquer que c'est dur, parce qu'elle dit, bon mais ça fait rien, on se pendra. Non, vous n'allez pas vous pendre quand même. Et finalement, il dit, et c'est la première fois que dans une pièce tragique grecque, ce mot est écrit, il dit, je vais demander au peuple, je vais demander à la cité de voter. Et c'est le mot démos, kratos qui est évoqué, c'est vraiment la première fois qu'on entend ce mot démocratie dans une tragédie. Et il va demander au peuple, et le peuple va voter à 100%, va voter pour l'accueil. Les questions économiques ne se posent pas chez Eschyle. C'est la question de la survie et de l'accueil qui est centrale. C'est pas, oui, mais on ne va pas pouvoir les nourrir, c'est pas du tout. C'est pas ces questions-là qui sont posées. Et quand on lit cette pièce, on se dit, mais bon sang, mais que les hommes politiques, nos hommes politiques lisent ça, mais qu'ils le lisent un peu. Et il y a 2463 ans, il y a des jeunes femmes qui disaient « Tu es l'avant-garde de la justice ». Mais aujourd'hui, on est sidéré face à l'argumentation qui devient absurde, obsédante, et vraiment gravissime, quoi, c'est la faute aux immigrés, quoi. Ça devient infernal, cette chose-là. Moi, je suis fils d'immigrés, enfant d'immigrés, je suis content d'avoir pu faire monter le poil de carotte à des petits Français. D'ailleurs, j'étais naturalisé moi-même français. Donc c'est sidérant de retourner vers les auteurs grecs. A priori, on se dit, oh, ça doit être chiant, les tragédies grecques, parce qu'on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Mais pas du tout. Les Grecs avaient compris énormément de choses, et sur la vie sociale, en tout cas, énormément de choses. Alors, charge, il faut reconnaître quand même que les femmes ne votaient pas. Les femmes étaient reconnues comme totalement mineures dans la société. Elles ne pouvaient pas hériter. Enfin, c'était une société qui mettait au rang d'esclaves les femmes. Donc c'est pas non plus, quand on dit la démocratie athénienne, elle était hyper brutale. Mais les poètes, les Éschyle, les grands tragédiens grecs, ils abordaient des sujets qui étaient assez phénoménaux, quoi, dans leur désir d'émancipation, en tout cas des femmes dans les suppliants. Donc elles vont être accueillies. Mais on a perdu 2 pièces d'Éschyle où il raconte la suite. Ça se termine après. Il y a des méchants cousins qui viennent, qui veulent absolument les épouser. La guerre va avoir lieu. C'est-à-dire que le type qui a fait voter le peuple en faveur de l'accueil, il a risqué la guerre. La guerre va avoir lieu, il va être battu. C'est les cousins qui vont prendre position d'Argos et qui vont obliger les filles à les épouser. Mais l'histoire, c'est un feuilleton incroyable, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que le jour des noces, le père des 50 filles leur donne 50 aiguilles et leur dit, à la même heure, vous égorgerez vos maris. 49 vont tuer leurs époux, il y en a une qui ne le fait pas parce que bizarrement, on ne sait pas pourquoi, mais il n'a rien fait, le mari, enfin le futur époux, il n'a pas brutalisé, elle s'appelle Hypemnestre, il ne lui a pas fait de mal, donc elle dit, il ne m'a pas fait de mal, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas des enfants avec lui, en gros, pourquoi je ne continuerai pas la vie. Et
Donc elle va devenir reine d'Argos, elle, et les filles, les 49 assassines, c'est donc comme tuer leurs époux, vont être jugées par un tribunal qui va les condamner à aller aux enfers. Et aux enfers, là, pendant que je parle, enfin pendant qu'on parle, elles sont en train de remplir des jarres percés avec de l'eau, ce qu'on appelle le fameux tonneau des Danaïdes, puisque l'histoire que racontent les chiens, c'est l'histoire des Danaïdes. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé trop longtemps de la pièce. Bon, en tout cas, on en fera là. Merci encore. N'oubliez pas, je ne sais pas si vous êtes laissé vos coordonnées, ceux qui ne reçoivent pas encore la lettre électronique Citac Info. Et puis on rappelle, on a parlé des adhésions, 10 €. Ça vous permet de recevoir toutes les infos aussi sur les activités. Merci, Charlie.